Il est bientôt 16h. Merci beaucoup d'être avec nous sur BFM TV à la une de l'actualité de ce dimanche. La centrale de Zaporijia en Ukraine à nouveau bombardée. Plusieurs explosions ont eu lieu sur ce site occupé militairement par l'armée russe depuis le mois de mars. Moscou et Kiev s'accusent mutuellement d'en être à l'origine. Emmanuel Macron s'est entretenu ce matin avec le directeur de l'AIEA et doit parler avec le président Zelensky. Les suites de l'enquête sur le meurtre de Vanessa, 14 ans, dans le Lot-et-Garonne. Le suspect qui a avoué l'avoir abusée sexuellement avant de l'étrangler est en cours de déferment au parquet d'Agen avant d'être présenté à un juge d'instruction. Nous retrouverons Marie Gentric devant le tribunal. La Coupe du Monde de foot au Qatar, ça commence aujourd'hui, mais ce sera sans Karim Benzema. Le récent Ballon d'Or a dû déclarer forfait à cause d'une blessure à la cuisse. Il ne sera pas remplacé. Le match d'ouverture va opposer le Qatar à l'Équateur. L'actualité principale de ce dimanche après-midi nous emmène donc en Ukraine avec ces nouveaux bombardements sur la centrale de Zaporijia, occupée militairement par l'armée russe. De puissantes explosions ont été entendues sur le site. Russie et Ukraine s'accusent mutuellement d'en être responsables. On en parle avec nos invités dans un instant. Mais d'abord, les dernières informations avec Alexia Prunier. De puissantes explosions se sont produites dans le secteur de la centrale de Zaporijia. C'est en tout cas ce qu'affirme l'Agence internationale de l'énergie atomique. L'information est extrêmement perturbante. Des explosions sont survenues sur le site de cette grande centrale nucléaire, ce qui est totalement inacceptable. L'Ukraine pointe du doigt la responsabilité de la Russie dans ces nouveaux bombardements et accuse Moscou de mettre le monde entier en danger. Ce matin du 20 novembre 2022, à la suite de nombreux bombardements russes, au moins 12 frappes ont été enregistrées sur le site de la centrale nucléaire de Zaporijia. Une fois de plus, Moscou renvoie la balle. Selon les autorités russes, ce sont les forces ukrainiennes qui ont tiré plus d'une vingtaine d'obus de gros calibre sur la centrale ce week-end. Le régime de Kiev ne cesse de nous provoquer dans le but de créer une catastrophe industrielle à la centrale nucléaire de Zaporijia. Les tirs ont été effectués depuis Maranets dans la région de Dnipro, contrôlée par l'armée ukrainienne. Les dispositifs de tir de l'ennemi ont été neutralisés par les tirs de riposte de l'artillerie russe. Selon la Russie, malgré ces bombardements, le niveau de radiation dans la zone de la centrale serait conforme à la norme. Et on en parle avec nos invités, nos journalistes en plateau. Bonjour Valérie Faudon, vous êtes déléguée générale de la Société française d'énergie nucléaire. Merci d'avoir accepté notre invitation cet après-midi. Nous sommes également en communication avec Sébastien Boussois, spécialiste de relations internationales. Et puis en plateau avec le général Jérôme Pellistrandi, consultant défense BFM TV. Bonjour à Natalia Turine qui nous a rejoint également, journaliste russe. Je vais commencer avec vous Valérie Faudon. Tout d'abord, comment savoir réellement qui a tiré sur cette centrale nucléaire qui est de manière récurrente la cible d'attaque? Ça, on ne peut pas savoir et on ne sait pas. De toute façon, depuis le début du conflit, ils s'accusent mutuellement quand il y a en effet des bombardements sur le site. Donc ça, on ne le sait pas. Par contre, on a des informations très précises sur les conséquences de ces bombardements sur le site, puisque maintenant, on a des inspecteurs de l'ONU, donc de l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui sont de manière permanente sur site et qui sont en contact avec l'agence à Vienne et qui nous donnent des informations extrêmement précises. Donc on sait qu'il n'y a aucun bâtiment ou dispositifs importants pour la sûreté nucléaire qui ont été touchés, que c'est des bâtiments annexes qui ont été frappés. Donc ce qui se passe aujourd'hui à Zaporijia n'est pas plus inquiétant que cela? Il n'y a pas un danger d'un incident nucléaire selon vous? Non, alors les centrales nucléaires ne sont pas faites pour être bombardées, donc c'est tout à fait anormal qu'il y ait des frappes sur un site nucléaire. En revanche, en effet, ce qu'on sait, ce ne sont pas des bâtiments, ce sont des bâtiments annexes qui ont été touchés. Et l'autre chose qui est très importante et qui a changé, je dirais, par rapport au mois de mars, c'est que, on a des inspecteurs sur place de l'ONU, donc. Et puis, deuxièmement, il faut rappeler que les réacteurs sont à l'arrêt, à froid, depuis début octobre. Donc, ça fait maintenant 1 mois et demi que les réacteurs sont arrêtés. Donc en fait, je n'irais pas dire que le combustible est froid, mais presque. On est en température atmosphérique, on est en tout cas dans une température de l'eau dans les réacteurs qui est inférieure au point d'ébullition. Alors là, je suis un petit peu technique, mais c'est pour vous dire que même si les bâtiments étaient frappés, on aurait plusieurs jours pour rapporter de l'eau, en tout cas pour intervenir pour pas qu'il y ait d'accident. Sébastien Boussois, vous êtes également avec nous. Alors on a toujours du mal un peu à savoir quelle est l'origine de ces bombardements. Quoi qu'il en soit, quel est l'intérêt
qu'aurait la Russie, si c'est vraiment elle qui a tiré, en tout cas c'est ce que dit l'AIEA, à continuer d'endommager cette centrale nucléaire? Vous savez qu'on est au cœur de la propagande de guerre et de la propagande politique des uns et des autres. On s'est demandé au moment de Nord Stream quel intérêt tel pays pouvait avoir à tirer et à commettre un attentat sur le gazoduc. On peut continuer à se demander évidemment si ce fameux missile qui est arrivé en Pologne est bien russe ou est bien ukrainien. En tout cas, s'il a été tiré au moins par les Russes ou par les Ukrainiens, on sait qu'il est russe. Et puis là, on est effectivement dans la même situation de pression et de menaces avec manifestement des missiles qui volent et qui sont démultipliés depuis des semaines sur l'Ukraine, avec un risque évidemment d'incidents plausibles. Il y a déjà eu depuis plusieurs fois des menaces des uns et des autres, et en particulier évidemment de Vladimir Poutine au moment de la bataille de Kherson, par exemple. On avait une inquiétude avec le barrage de Kakhovka et le risque que si le barrage était touché, que finalement l'eau, il y aurait eu des conséquences aussi sur Zaporizhzhia, puisque c'était cette eau qui permettait de refroidir l'ensemble de la centrale. Mais effectivement, on est plutôt dans une situation à l'arrêt, même si c'est la plus grande centrale nucléaire. On est toujours évidemment en droit de se demander quel est l'intérêt de tirer sur celle-ci, quand en plus Vladimir Poutine a déjà quand même éliminé ou mis à l'arrêt beaucoup d'autres centrales diverses et variées en Ukraine, à tel point qu'évidemment la situation commence à être compliquée, mais ça fait partie de la bataille du côté russe d'essayer de couper l'ensemble des sources d'approvisionnement de lumière, d'énergie et de tout ce qu'on veut des Ukrainiens à l'approche de l'hiver. Comme vous avez pu voir, en plus il a commencé à neiger, donc on est vraiment dans une situation de tension et de guerre énergétique, on le sait, mais également de guerre des sources d'approvisionnement, et d'essayer d'assoiffer, d'affamer et de rendre la situation des Ukrainiens très compliquée pour l'hiver. Sébastien Mousseau, vous restez avec nous. Général Pellistrandi, comment savoir qui a pu tirer sur la centrale? C'est extrêmement compliqué, on voit que Russes et Ukrainiens se renvoient la balle. Comment on va pouvoir déterminer qui en est à l'origine? Alors déjà, il y a un fait important, c'est le fait de la présence, comme cela a été souligné, d'inspecteurs de l'Agence internationale pour l'énergie atomique. Ça veut dire que sur place, il y a en fait des personnalités qui sont neutres en quelque sorte et qui peuvent témoigner de, par exemple, des zones d'impact dans la centrale. Il faut rappeler que la centrale, elle est actuellement, donc les réacteurs sont à l'arrêt, mais le personnel qui assure le fonctionnement est un personnel ukrainien, mais sous contrôle russe. D'autant plus, et votre carte l'indique bien, il ne faut pas oublier que c'est sur la rive gauche de Dniepr, partie annexée par la Russie. Donc c'est une situation qui est extrêmement compliquée. Un personnel ukrainien qui travaille sous contrainte, avec une centrale, en quelque sorte, qui a été donc confisquée par les Russes. Alors, savoir si ce sont des tirs d'obus, c'est quasiment impossible de savoir qui a tiré, sachant que, en fait, l'artillerie des deux camps est à peu près équivalent, même si du côté ukrainien, il y a maintenant des pièces d'artillerie occidentales. Mais il y a encore beaucoup de canons qui sont d'origine soviétique, donc les mêmes munitions. Bon, la question qui s'était posée en Pologne, notamment. Voilà. Alors la difficulté, c'est que la centrale est sur la ligne de front, sur le Dniepr. Au nord, il y a les forces ukrainiennes. Au sud, il y a les forces russes. Et on le voit de toute façon depuis le mois d'octobre, il y a une stratégie sciemment conduite par Moscou, qui consiste à frapper tout ce qui est infrastructure électrique. Alors, à la fois les centrales de production. Pour le moment, les centrales nucléaires n'ont pas été touchées. Mais il y a d'autres centrales nucléaires, par exemple, qui ont été privées d'électricité. Vous savez qu'un réacteur, même à l'arrêt, il a besoin d'électricité, d'où des groupes électrogènes de secours qui peuvent alimenter. Donc on est dans cette guerre, on va dire, de l'électricité, et il est clair que tout ce qui fragilise le réseau électrique ukrainien est plutôt est en faveur des Russes au détriment de la population ukrainienne. Avant d'entendre votre avis, Natalia Turine, on va prendre la direction tout d'abord de l'Ukraine. On va retrouver notre envoyée spéciale, Élise Phillips. Vous êtes actuellement sur la route de Kryvyi, à quelques centaines de kilomètres de cette région et de cette centrale nucléaire de Zaporizhzhia. Russes et Ukrainiens qui s'accusent donc une fois de plus mutuellement d'être responsables de ces bombardements. Quelles sont les informations que vous avez sur place ?
Eh bien exactement, les deux pays ont tous les deux communiqué assez rapidement cet après-midi. La Russie tout d'abord qui accuse Kiev d'avoir bombardé une vingtaine de fois cet après-midi la centrale avec des obus de grand calibre. Selon Moscou, l'Ukraine crée la menace d'une catastrophe à la centrale nucléaire de Zaporijjia. Du côté ukrainien, on a une version des faits qui est évidemment différente puisque selon l'agence nucléaire ukrainienne, et c'est bien la Russie qui est responsable, Kiev accuse Moscou d'avoir bombardé à 12 reprises la centrale aujourd'hui et d'avoir endommagé certaines infrastructures qui sont nécessaires à la production d'électricité dans le pays. Donc on a deux versions des faits différentes. Difficile de savoir qui est responsable de ces frappes. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu plusieurs bombardements sur cette centrale. L'Agence internationale de l'énergie atomique fait état de 12 explosions puissantes. Et tout à l'heure, le patron de l'AIEA a exprimé sa grande inquiétude car le risque d'un accident nucléaire est important sur cette centrale. Cette centrale qui est sous le contrôle de Moscou et qui fait l'objet de plusieurs bombardements depuis le début de la guerre. Et quasiment à chaque fois, Moscou et Kiev s'accusent mutuellement à la suite de ces incidents, comme c'est le cas aujourd'hui. Merci beaucoup, Élise Phillips. Donc en Ukraine pour BFM TV avec Sébastien Savoie. Les Russes, eux, qui indiquent que le niveau de radiation dans la zone de la centrale reste conforme à la norme. Natalia Turin, quel intérêt les Russes auraient-ils à bombarder cette centrale de Zaporijjia qu'ils occupent, on le rappelle, militairement? Moi, je pense que militairement, Poutine ne gagne pas. Donc, du coup, il y a un paramètre qui est constant depuis le début de la guerre, c'est qu'il pousse à déporter la population ukrainienne du territoire qu'il veut occuper. C'est une méthode de guerre très, très vieille, parce que d'abord, on évacue les grandes villes. Après, et d'ailleurs, il y a, je pense, à peu près 10 millions maintenant d'Ukrainiens qui sont partis à l'Occident. Il y a l'histoire des enfants déportés. Il y a à peu près 4000 d'enfants dits orphelins qui n'ont pas de parents, ce qui est complètement faux. Et il y a aussi cette grosse méthode de faire en sorte que la population a danger, c'est-à-dire que potentiellement celles qui résistent au régime quittent les grandes villes, les endroits stratégiques, voilà ce qu'il fait. Et puis il y a un autre danger pour les Ukrainiens, c'est que en privant d'électricité ukrainienne la population ukrainienne, ils poussent à racheter l'électricité européenne qui est beaucoup plus chère. Donc les Ukrainiens n'ont pas les moyens pour cette énergie. Donc soit les sociétés privées vont acheter cette électricité européenne et vont faire faillite, et le gouvernement ukrainien n'a pas les moyens pour faire des subventions. Soit les Ukrainiens vont partir de pays qui est privé d'électricité en Europe où ils vont payer l'électricité beaucoup plus cher. Voilà, donc et en plus le budget ukrainien n'est pas rempli par les Ukrainiens. Donc je pense qu'il fait la vieille méthode de la Russie tsariste d'ailleurs et stalinienne que de déporter la population à risque dans d'autres zones. Il a fait ça avec les Chinois qui ressemblent trop aux Japonais et du coup on les a ramenés à Kazakhstan. Il a fait ça avec les Tatars de la Crimée parce qu'au départ c'est même pas ukrainien ou russe, c'est les Tatars qui étaient à la Crimée. Pareil, on les a envoyés à Kazakhstan. Il a fait la même chose avec tous les Allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale parce qu'il soupçonnait qu'ils vont se rallier avec l'Allemagne nazie. Donc il les a envoyés au fin fond de la Sibérie. C'est ça qu'il fait. Il veut reconstruire la nouvelle Ukraine sur le territoire libre des Ukrainiens ou avec ceux des Ukrainiens qui sont d'accord pour construire le monde russe. Valérie Faudon, je voudrais avoir une précision parce qu'on a entendu notre envoyé spécial tout à l'heure nous donner des informations sur le communiqué de l'AIEA qui dit qu'il y a un risque nucléaire à ces tirs, à ces bombardements sur la centrale. Et pourtant, vous nous disiez que les réacteurs étaient à l'arrêt. Alors, qu'en est-il exactement? Quels sont les risques réels? Alors, l'AIEA dit depuis le début du conflit qu'une centrale nucléaire n'a pas été conçue pour être au milieu d'un conflit conventionnel. Donc, elle le répète. Alors, en effet, jusqu'à présent, il n'y a aucune installation qui est essentielle pour la sûreté, qui a été touchée. Depuis le début du conflit, à chaque fois qu'il y a eu un bombardement, c'était toujours des bâtiments annexes. Il faut savoir que ce soit du côté russe ou du côté ukrainien, ils connaissent
extrêmement bien cette installation. Donc, et je pense, enfin ça c'est une opinion personnelle, que c'est l'intérêt ni de l'un ni de l'autre qui est un accident nucléaire. Donc en effet, jusqu'à présent, il n'y a pas eu de danger, mais le directeur général de l'AIEA, Raphaël Grossi, demande depuis le mois de septembre une zone démilitarisée, c'est-à-dire une zone autour de la centrale où on puisse arrêter les combats pour à la fois protéger la centrale, mais aussi, et ça a été dit, pour protéger les alimentations électriques de la centrale. Alors ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que la centrale est bien alimentée électriquement par le réseau, elle a des moyens de backup, on l'a dit, elle a des diesels, il y a aussi une centrale à charbon sur place qui peut l'alimenter, donc elle a plusieurs moyens de se procurer de l'électricité dont elle a besoin. Mais toujours est-il qu'une centrale nucléaire doit avoir justement plusieurs moyens, ne doit pas être soumise à des bombardements, et ça c'est bien répété par l'AIEA. Et jusqu'à présent, il y a eu très peu de progrès, même si les Russes et les Ukrainiens ont collaboré, par exemple, pour la venue d'une mission de l'ONU sur place, qui était quand même déjà très bien. L'AIEA n'a pas pu faire de progrès sur son projet d'arrêt des combats autour du site et sur le site. Sébastien Boussois, vous êtes toujours avec nous. Je rebondis sur ce que dit Valérie Faudon. Tirer sur la centrale de Zaporijia et éventuellement la détruire, personne n'y a intérêt. Non, évidemment, je rappelle quand même que c'est la plus grande centrale nucléaire d'Europe, qu'on a beau dire qu'elle est sécurisée. Effectivement, il y a l'équipe de l'AIEA qui a mené son enquête depuis plusieurs semaines et dont un certain nombre d'inspecteurs restent sur place. Évidemment, il y a aussi de la part de Vladimir Poutine la volonté, et je rebondis aussi sur ce que disait Mme Turin, de créer un sentiment et une atmosphère de peur et d'effroi pour faire aussi, évidemment, partir les uns et les autres, et une volonté de destruction du tissu social ukrainien par les déplacés, par les réfugiés. Cette stratégie, évidemment, aussi, qui ne concerne pas que les militaires, ça on le sait bien, qui sont aussi les cibles civiles, mais aussi les lieux, évidemment, hautement stratégiques et qui sont, je dirais, des outils d'indépendance de l'Ukraine. Sans Zaporijia, le pays, évidemment, est dans une difficulté, quel que soit le nombre de centrales, c'est le symbole et c'est de par son importance. Mais c'est aussi une installation qui fonctionne, qui peut durer un certain nombre de décennies, qui n'est pas toute récente non plus, et qui, évidemment, reste une menace à un moment ou à un autre, le jour où on la remettra en service. Mais d'ici là, évidemment, Vladimir Poutine est plutôt dans cette stratégie petit à petit, comme un jeu d'échecs qu'il maîtrise comme il peut, et parfois pas si mal, d'éliminer petit à petit des outils qui permettent cette autonomie, cette indépendance et cette existence de l'Ukraine. Et évidemment, les sources d'approvisionnement, quelles qu'elles soient, sont extrêmement importantes, à commencer par l'énergie. Merci Sébastien Boussois. Alexis Cuvillier est avec nous du service politique de BFM TV, parce qu'il y a aussi cette dimension qui inquiète au plus haut de l'État et des États, puisque le chef de l'État français, Emmanuel Macron, a téléphoné au patron de l'AIEA, Raphaël Grossi, pour s'entretenir avec lui au sujet de ces bombardements, et qu'il doit téléphoner au président Zelensky aujourd'hui. Ce sont en effet des informations qui nous sont parvenues du côté de l'Élysée à la mi-journée. Emmanuel Macron s'est entretenu avec le directeur général de l'AIEA, Raphaël Grossi, sur cette situation à Zaporijia, et qu'à l'issue de cet entretien, on ne sait pas si ça a déjà eu lieu, peut-être est-ce en cours, le président français devait parler probablement, disait l'Élysée, au président ukrainien Volodymyr Zelensky. Les deux hommes, si l'on en croit l'agenda officiel d'Emmanuel Macron, n'ont pas échangé ensemble depuis le 1er novembre dernier. Emmanuel Macron qui a rendu un vibrant hommage hier soir à Volodymyr Zelensky en marge du sommet de la francophonie où il se trouvait en Tunisie juste avant de rentrer en France. Le président français qui a salué le courage de Volodymyr Zelensky pour mener cette guerre. Les Ukrainiens se battent pour nos principes, a dit le chef d'État français, dans un contexte où vous savez qu'un certain nombre de chancelleries occidentales ont été un peu désarçonnées par la réaction de Volodymyr Zelensky après ce qui s'est passé en Pologne à la moitié de la semaine dernière. Donc c'est un moyen pour Emmanuel Macron de réaffirmer son soutien. Intéressant aussi de signaler qu'il y a quelques semaines, la dernière conversation, cette fois-ci entre Vladimir Poutine et Emmanuel Macron, qui remonte au 11 septembre, échange téléphonique
porté déjà sur cette situation à Zaporijjia, puisque la centrale revient régulièrement au cœur de l'actualité des combats en Ukraine et que ça avait été le cas déjà au début du mois de septembre. Il était question qu'Emmanuel Macron s'entretienne assez rapidement avec Vladimir Poutine pour discuter de ce qu'il s'était dit au moment du sommet du G20. Emmanuel Macron qui est comme pleinement mobilisé, absorbé par toutes les parties du dossier ukrainien. Il en a énormément parlé tout au long de la semaine dernière dans cette séquence internationale au G20. Il reçoit demain la présidente moldave, la Moldavie, pays voisin de l'Ukraine, qui subit évidemment les conséquences du conflit. Et il doit s'entretenir à Paris mardi, cette fois-ci avec le président ouzbek, l'Ouzbékistan qui est un allié traditionnel de la Russie. Merci beaucoup Alexis, merci à tous d'avoir participé à nos débats sur cette actualité donc en Ukraine. On le rappelle donc avec ces bombardements sur la centrale de Zaporijjia. On va bien sûr y revenir dans nos journaux cet après-midi. Ne manquez pas également un rendez-vous important sur BFM TV. Ce sera demain soir consacré à Vladimir Poutine. Poutine, jusqu'où ira-t-il à 20h30 avec nos experts qui répondront à vos questions. Une soirée spéciale autour d'Aurélie Casse et de Maxime Switek. Également dans l'actualité, dans l'après-info à 16h18, on parle de l'enquête qui se poursuit après le meurtre de Vanessa dans le Lot-et-Garonne. Le suspect, un homme de 31 ans, a donc reconnu avoir agressé sexuellement la jeune fille de 14 ans. Sa garde à vue a été prolongée hier de 24 heures. Et il doit être déféré devant le parquet d'Agen cet après-midi. C'est en cours. On en parle avec vous, Marie Gentric, puisque vous êtes à Agen, devant le palais de justice. Et le suspect y est arrivé. Ça y est, il va être présenté donc à un juge d'instruction. Exactement, le principal suspect est arrivé dans le palais de justice d'Agen, que vous pouvez voir juste derrière moi sur les images de Juliane Roland. Il est arrivé il y a une petite demi-heure à peu près. Des investigations de personnalité sont en train d'être menées, c'est ce qu'indique le procureur dans un communiqué de presse. Le principal suspect devrait être déféré, présenté devant un magistrat instructeur d'ici la fin de l'après-midi. C'est là aussi ce qu'indique le procureur. Alors on a également pu apercevoir l'avocate du principal suspect venir dans le palais de justice. Elle n'a pas souhaité s'exprimer auprès des médias. Elle nous avait dit quelques mots hier. Elle avait indiqué que son client était coopératif avec les autorités, qu'il avait avoué avoir agressé sexuellement la jeune fille de 14 ans, Vanessa, et qu'il avait également indiqué ne pas la connaître. Donc encore plusieurs zones d'ombre, ce qui pose la question quelles sont les raisons, quel est le motif qui a poussé le principal suspect à commettre ce crime. Marie, vous avez rencontré aussi une proche du meurtrier présumé. Oui, exactement. On a pu parler avec plusieurs proches en fait du meurtrier présumé, donc une ancienne amie et d'anciens collègues. Alors ce qu'ils nous disent, c'est que c'était un homme qui était fou amoureux de sa compagne. Ils étaient ensemble depuis peu de temps, depuis octobre 2021 exactement. Il avait quitté la ville de Bordeaux pour s'installer à 1 heure de là avec elle à peu près. Il venait d'avoir un enfant, une petite fille qui a 1 mois, nous disent-ils. Écoutez ce que nous dit l'une des amies du suspect. Il était vraiment hyper amoureux de cette personne parce que pour moi, venir faire tout pour la personne, ça veut dire qu'il aime la personne. C'est-à-dire que tout abandonner pour venir rejoindre la personne, c'est quelque chose, c'est une déclaration, une déclaration d'amour. C'est la preuve d'amour. C'était bien ensemble. Je l'ai jamais vu. Vraiment, c'est disputer des trucs, disputer vraiment très très fort. Cette amie du suspect nous dit qu'elle a eu l'impression de recevoir une gifle lorsqu'elle a appris la nouvelle, lorsqu'elle a appris qu'il avait été arrêté par les autorités. Et puis je vous le disais, on a pu parler avec d'anciens collègues de ce suspect qui nous parlent d'un garçon qui était réservé, plutôt discret, qui avait également un penchant pour l'alcool, nous disent-ils. Il avait parfois tendance à devenir agressif et impulsif lorsqu'il buvait. Merci Marie Gentric avec Juliane Roland en direct d'Agen pour BFM TV. Dominique Rizet est avec nous, consultant police-justice de BFM TV. Cet homme donc va être présenté, on l'a compris, à un juge d'instruction dans les prochaines minutes, les prochaines heures. Comment est-ce que s'est passée sa garde à vue? Parce que visiblement, il a beaucoup coopéré. Oui, ça s'est plutôt bien passé pour les enquêteurs, puisque de bout en bout, c'est une enquête réussie avec une identification
très rapide, dans les heures qui ont suivi, dans les 4 ou 5 heures qui ont suivi, on savait qui était cet homme grâce à la télésurveillance et à l'identification de cette personne par son véhicule. Sa garde à vue s'est plutôt bien passée puisque, on s'en souvient, à minuit, quand il est interpellé, il dit aux gendarmes qui frappent à sa porte « Je sais pourquoi vous êtes là ». Donc c'est une forme d'aveu déjà, ou en tout cas, il est sur le chemin du dialogue avec eux, et on sait à travers des informations qu'on a eues aussi que le procureur a fait connaître que cet homme a donné des éléments. Il a avoué qu'il avait rencontré ou croisé Vanessa, qu'elle était montée dans sa voiture, qu'il l'avait emmenée, qu'il l'avait étranglée. Et il a même emmené les enquêteurs jusqu'à l'endroit où se trouvait le corps. Et tout ça, encore une fois, est allé très très vite. Donc on peut imaginer, sauf des détails, qu'il a donné tous les éléments sur ce qu'il s'était passé. Il y a encore des choses qu'on ignore, nous, journalistes, mais que les enquêteurs connaissent peut-être déjà. C'est où a eu lieu le crime. Est-ce que c'est à l'intérieur de la voiture ? Est-ce que c'est dans cette maison où a été retrouvé le corps de Vanessa ? Ce sont des éléments qu'il a peut-être déjà livrés ou que les enquêteurs ont trouvés grâce à la police technique et scientifique. Mais bon, il est sur le chemin de la vérité. Merci beaucoup Dominique pour toutes ces précisions. 16h23, on évoque à présent la Coupe du Monde de foot qui débute aujourd'hui au Qatar avec la cérémonie d'ouverture cet après-midi, suivi du premier match Qatar-Équateur. Pour l'équipe de France tenante du titre, il y a eu cette très mauvaise nouvelle. Le forfait de Karim Benzema, le tout récent Ballon d'Or, est blessé à la cuisse. Il ne sera pas remplacé et a déjà quitté le Qatar. Il est rentré à Madrid. Arthur Jean. C'est le grand jour. La 22e édition de la Coupe du Monde au Qatar démarre aujourd'hui. Comme lors de chaque mondial, la compétition débutera par un match du pays hôte. À partir de 17h, le Qatar affrontera donc l'Équateur dans ce premier match du groupe A. Une poule où l'on retrouve également les Pays-Bas et le Sénégal, les deux favoris du groupe. L'objectif affiché du Qatar est de se qualifier pour les 8e de finale. Dans ce contexte, le faux pas d'entrée serait forcément mal vécu, même si le défi reste totalement inédit, dans la mesure où le Qatar s'apprête à disputer son tout premier match dans un mondial. Je suis fier et heureux de participer à la Coupe du Monde. C'est un rêve d'enfant qui se réalise. C'est un sentiment indescriptible. Je n'ai pas les mots pour vous exprimer ce que ça fait de disputer la Coupe du Monde avec tous ces grands noms. Je peux vous dire que je suis chanceux, mais derrière tout ça, on a vraiment beaucoup travaillé ces dernières années. Le mondial au Qatar va démarrer sans le meilleur joueur du monde. Tout juste élu Ballon d'Or, Karim Benzema a déclaré forfait hier, laissant les tenants du titre français orphelins. Blessé à la cuisse gauche, l'attaquant du Real Madrid n'est pas apte pour disputer la compétition alors qu'il venait de retrouver l'entraînement collectif. Une absence majeure pour l'équipe de France, déjà frappée par plusieurs forfaits importants. Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus, a décidé de ne pas remplacer Karim Benzema. C'est évidemment un gros coup dur. Karim avait tout fait pour revenir, nous aussi. Il était en séance et sur un geste quasi anodin, il a ressenti une douleur musculaire sur l'autre jambe. Les examens ont malheureusement confirmé une lésion trop importante par rapport aux échéances qui nous attendent. Les Brésiliens, eux, sont au complet. Dernière équipe arrivée au Qatar, la Seleção a été accueillie hier soir par des centaines de supporters. Désormais, le quintuple vainqueur de la compétition aura 4 jours avant son premier match face à la Serbie jeudi prochain. Pour préparer au mieux leur entrée en lice, Neymar et ses coéquipiers se sont entraînés en début d'après-midi au stade Grand Hamad, leur camp de base pendant le tournoi. Oui, Minou. Hein? Attends 2 secondes. Oui, j'y suis. Oui, j'ai les choses piquantes, j'ai tout ça, tout est chaud, tout est... Oui, j'arrive, allez, à tout de suite. C'est fou ça, j'ai l'impression qu'elle me connaît pas. Oh. Wow. Non, Omar, oui, c'est moi, je suis ton guide. Bienvenue dans la nouvelle app Zobet. Ici, tu contrôles tout de Paris. Tu choisis ce qui va te faire vibrer. Élimine le joueur grande et Attends. Non, désolé Omar. Non, je le prends pas. Tu as raison, c'est aussi ça le pari. Avec le nouveau Zobet, tu es son première loge pour parier. Zobet, parier sur le plaisir. C'est un manque de respect pour les téléspectateurs. Bien sûr que c'est un manque de respect. Je sais pas de quoi il parle, je vois même pas la télé, mais bon. Quoi, je vois... Eh ben voilà, toi aussi tu vas te prendre un carton. Ouais, change-moi la table. Carrément, tu changes d'équipe?
Waouh! Eh ben, savoir changer, ça change tout. Le Bon Coin, le bon pour tous. Achetez maintenant. Governor of Poker 3 est l'application de poker gratuite la plus cool pour votre mobile. Jouez en direct contre vos amis ou des joueurs de poker venant du monde entier. Jouez intelligemment et obtenez leurs jetons. Recherchez GOP3, téléchargez et jouez gratuitement. BFM TV et les montagnes françaises vous présentent la météo. La montagne, ça vous gagne! La météo avec l'application Avis. La location de voitures simple et rapide en un clic. Propriétaire ou bailleur, gagnez en confort devant la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupeverlaine.com. Le temps va rester bien agité ce lundi avec une nouvelle perturbation active qui va arriver, donc toujours sous l'influence de ces dépressions qu'on retrouve sur le nord de l'Europe. Perturbation qui a déjà traversé le pays, c'est vrai, ce dimanche, qui a apporté quelques pluies faibles quasiment partout, mais celle qui arrive ce lundi sera beaucoup plus active avec un ciel très nuageux et de fortes pluies attendues notamment dans le sud-ouest dans le courant de l'après-midi. On attend au sud de la Garonne jusqu'à 30-50 mm de précipitations, voire même jusqu'à 80 mm sur le Pays Basque. Ces pluies vont se transformer en neige du côté des Pyrénées dès 1500 mètres d'altitude. La limite pluie-neige qui va beaucoup fluctuer tout au long de la journée, donc soyez quand même prudents. Partout ailleurs, un ciel bien nuageux et puis on retrouvera ce ciel de traîne avec davantage d'éclaircies, mais beaucoup de vent, notamment sur les côtes de la Manche. Les températures pour démarrer la journée avec 1 degré à Clermont-Ferrand, 4 degrés à Lille, 6 à Strasbourg, 10 degrés à Nice ou encore à Ajaccio. Et dans le courant de l'après-midi, les températures seront stationnaires, quasiment de saison partout, et comprises entre 8 et 19 degrés. Temps très agité pour la Corse pour la journée de mardi, avec de fréquentes averses orageuses, beaucoup de vent. Et puis partout ailleurs, on retrouvera un temps beaucoup plus maussade, avec donc des averses au nord, dans le sud-ouest, ailleurs quelques éclaircies et toujours des températures de saison. BFM TV et les montagnes françaises vous ont présenté la météo. La montagne, ça vous gagne! C'était la météo avec l'application Avis. La location de voitures simple et rapide en un clic. C'était la météo avec Groupe Verlaine. Installation de centrales solaires en autoconsommation pour réduire vos factures d'électricité. Groupeverlaine.com. 16h30, bienvenue sur BFM TV. Si vous nous rejoignez à la une de l'après-info ce dimanche, l'enquête se poursuit dans le Lot-et-Garonne. Après le meurtre de la jeune Vanessa, 14 ans, son meurtrier présumé a été déféré au parquet d'Agen avant d'être présenté à un juge d'instruction. À Tonneins, où l'adolescente vivait et allait au collège, l'émotion est immense. On verra cela dans ce journal. En Ukraine, de puissantes explosions ont eu lieu dans le secteur de la centrale de Zaporijia, confirmée par l'AIEA. De son côté, la Russie a accusé les forces ukrainiennes tout en assurant que le niveau de radiation y restait conforme à la norme. Emmanuel Macron s'est lui entretenu avec le directeur de l'AIEA et doit s'entretenir avec le président Zelensky. Et puis la mauvaise nouvelle est tombée. Karim Benzema est donc forfait pour le mondial de football au Qatar. Le Ballon d'Or 2022 s'est blessé à la cuisse hier lors de l'entraînement des Bleus. L'attaquant vedette ne sera pas remplacé dans le groupe. Les suites de l'enquête sur la mort de Vanessa, 14 ans, dans le Lot-et-Garonne. Lors de sa garde à vue, le suspect, âgé de 31 ans, a avoué avoir abusé sexuellement de l'adolescente avant de l'étrangler. Mais des questions restent en suspens sur le déroulement du drame qui s'est joué dans la nuit de vendredi à samedi entre Tonneins, où Vanessa vivait et allait au collège, et Birac-sur-Trek, où son corps a été découvert. Reportage de Juliane Roland, Anna Guerre, Alexia Ferré avec Guillaume Barqui. Sur cette photo, Romain C., c'est lui qui a avoué avoir tué Vanessa. Âgé de 31 ans et de nationalité française, il dit pourtant aux enquêteurs qu'il ne connaissait pas la victime. Très rapidement, ce monsieur va dire aux gendarmes « Je sais pourquoi vous êtes là ». Il indiquera avoir tué cette jeune fille. Vendredi soir à 18h45, la mère de Vanessa appelle la gendarmerie, inquiète de ne pas voir sa fille rentrer du collège. Installées partout dans la ville, ce sont ces caméras de surveillance qui ont permis de remonter jusqu'au suspect. Ce travail de vidéoprotection permet d'identifier un véhicule qui, dans la concomitance des temps, nous intéresse plus particulièrement. Interpellé après le signalement de la disparition de la jeune fille, Romain C. reconnaît une agression sexuelle sur Vanessa, une adolescente âgée de 14 ans. Les parents ont été épaulés par une association le soir de la découverte du corps.
Nous étions à côté des parents. C'était tout simplement les soutenir, même physiquement, tenir la main, passer le bras autour du cou, leur donner un verre d'eau, un mouchoir quand c'est nécessaire, et être là au moment où vous prenez de plein fouet cette triste nouvelle. Oui, on l'a retrouvée, mais elle est décédée. Une autopsie aura lieu la semaine prochaine pour déterminer les circonstances précises de son décès. Avec nous, Dominique Rizet, consultant police justice de BFM TV. Dominique, le suspect va donc être déféré au parquet d'Agen. Il va être présenté à un juge d'instruction. Quelles sont ensuite les prochaines étapes possibles? Alors, juge d'instruction, il va s'expliquer devant le juge d'instruction. Le juge d'instruction va lui notifier sa mise en examen, les motifs de sa mise en examen. Il va ensuite être présenté à un juge des libertés de la détention. On comprend bien ce que ça veut dire. La détention, c'est l'exception. C'est pour ça qu'on dit seulement la détention. Les libertés, c'est toutes les libertés dont il bénéficie. Donc la présomption d'innocence, la présence de son avocat, l'instruction qui va nous apprendre des choses sur lui, sur le déroulement des faits. Ce JLD, donc liberté détention, va dire si oui ou non il décide de le placer en détention. Ce sera assez surprenant qu'il le laisse en liberté. Et puis ensuite, eh bien, il sera conduit dans une maison d'arrêt, sans doute à Agen, enfin dans le coin, où il va découvrir ce qu'est une entrée en détention avec un quartier arrivant. Alors, il a eu une précédente condamnation à 15 jours de prison qu'il n'avait pas fait parce qu'il était mineur. Donc il va découvrir le quartier arrivant, s'il existe un quartier arrivant dans cette prison, le placement sous écrou, et il va commencer sa vie de prisonnier avec des visites de son avocat, des visites peut-être de sa famille s'il en a une. L'enquête progresse vite, Dominique. On en apprend de plus en plus sur cet individu, le suspect de 31 ans, et notamment sur les liens qu'il pourrait ou pas avoir avec la jeune victime. Absolument. Donc, lien que visiblement il n'a pas avec cette jeune victime, puisque c'est quelqu'un qu'il ne connaissait pas. Maintenant, la vidéosurveillance qui a permis de l'identifier via sa voiture va peut-être aussi permettre d'en savoir plus sur ce qu'il s'est passé dans les jours précédents. Supposons qu'il ait repéré Vanessa, qu'il ait fait plusieurs trajets, qu'il l'ait croisé déjà, ou est-ce que c'est une rencontre totalement fortuite? Oui, on va apprendre des choses sur ce qu'il s'est passé. On sait déjà qu'il est, ça a été dit, donc intérimaire. Il n'est pas décrit comme désociabilisé par le procureur qui dit qu'il avait un appartement. On apprend par ses amis qu'il avait une amie, enfin par les témoins qu'on vient d'entendre, là, qu'il avait une amie, qu'il était papa d'un bébé d'1 mois. Je crois qu'il avait aussi un autre enfant d'une précédente union. Donc voilà qui est cet homme, décrit par ceux qui travaillaient avec lui comme assez discret et taiseux. Concernant la victime, Vanessa, elle avait un petit frère et une petite sœur de 10 et 12 ans. Et toute la famille, bien sûr, de la jeune fille d'origine espagnole est en état de choc, et y compris en Colombie, d'où une cousine de Vanessa a accepté de témoigner à notre micro. Écoutez. Vanessa était une petite jeune fille très joyeuse, très intelligente et très souriante avec sa famille. Elle était très proche de ses frères et sœurs et très tendre. Vanessa était une petite fille tellement, tellement belle. Elle a toujours été importante pour nous, avec son frère Boris et sa petite sœur. Dominique Rizet, un témoignage poignant évidemment de cette famille qui est en deuil ici en France, mais également on le voit à l'étranger. La mère de Vanessa a été hospitalisée un temps après avoir appris le choc de la nouvelle. Comment se porte, qu'est-ce qu'on sait de cette famille brisée aujourd'hui? Alors elle s'est effondrée, comme s'effondrent tous les parents qui apprennent un drame pareil. Tous ceux qui suivent BFM TV depuis 1 mois, je vous rappelle, ont suivi l'affaire Lola à Paris. Manin, les parents qui sont repartis chez eux dans le Nord et qui n'ont pas parlé, parce qu'ils ne peuvent pas parler, qui ont fait un communiqué de presse. Justine dans l'Ain, qui a été retrouvée, qui a été tuée elle aussi, par un meurtrier présumé qui s'appelle Lucas Larrivé. Donc les parents, même chose, une famille dévastée, des parents qui adorent leur gamine. On a la même chose ici. En 1 mois, on vient de vivre 3 fois la même histoire, avec 3 fois les mêmes souffrances immenses, des chagrins. Vous savez, pour ces gens-là, pour les parents aujourd'hui de Vanessa, eh bien, la lumière s'est éteinte et c'est pas sûr qu'un jour elle se rallumera.
Et on a vu, Dominique, ces fleurs qui sont déposées devant l'établissement où était scolarisée Vanessa à Tonneins. Une cellule psychologique sera mise en place demain au collège Germillac où elle était élève. À Tonneins, c'est tout un établissement, toute une population qui sont partagées entre tristesse et colère. Alexia Prunier, Anna Guerre et Franck Payanave. Devant les portes du collège où était scolarisée Vanessa, Enzo et son père viennent déposer des fleurs en mémoire de la jeune victime. Je pense pas que je réalise encore par rapport vu que j'y étais l'année dernière. Ça me touche personnellement. Jamais j'aurais cru un truc comme ça ici, quoi. Je veux dire, c'est inimaginable. Comme de nombreux habitants encore sous le choc sont venus rendre un dernier hommage à la jeune fille. Une façon aussi d'apporter leur soutien à sa famille. Il n'y a pas de mots. C'est les parents qui seront dans une grande souffrance. L'adolescente de 14 ans a été tuée vendredi alors qu'elle rentrait chez elle après les cours. Dans la commune, ce drame suscite beaucoup de tristesse, mais aussi de colère. J'ai pris mal. Parce que c'est pas juste, elle a rien fait, elle était innocente. Dante Rinaudot, le maire de Tonneins, a lui aussi exprimé sa peine ce matin. Il souhaite que les proches de Vanessa soient préservés durant leur deuil. Écoutez, hier j'avais décidé de ne pas donner d'interview parce que j'en étais humainement pas capable. En ayant passé une partie de la journée avec cette famille-là. Réaction de voir une famille qui est dans le deuil le plus profond, dans l'abattement, dans l'incompréhension. Pourquoi ici? Pourquoi eux? Pourquoi nous? Nous les accompagnerons, nous les entourerons. Et je crois qu'il faut respecter vraiment leur douleur, leur peine. Dès demain, une cellule d'accompagnement psychologique sera mise en place au collège de la jeune fille pour ses camarades, mais aussi pour le corps enseignant. 16h38 sur BFM TV. Dans l'actualité, dans le sud de l'Ukraine, le sort de la centrale nucléaire de Zaporijia inquiète une nouvelle fois. Le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Raphaël Grossi, avec qui Emmanuel Macron s'est entretenu ce matin, affirme que de puissantes explosions ont eu lieu dans le secteur. Une situation totalement inacceptable selon ses termes. L'opérateur énergétique ukrainien accuse la Russie de ces bombardements et comme d'habitude, l'armée russe en accuse l'Ukraine en retour. Le régime de Kiev ne cesse de nous provoquer dans le but de créer une catastrophe industrielle à la centrale nucléaire de Zaporijia. Hier, 11 obus de gros calibre ont été lancés sur la centrale par l'artillerie ukrainienne. Ce matin, la centrale a été bombardée 2 fois par les forces ukrainiennes entre 9h15 et 9h45. 12 obus ont été lancés. Et entre 10h et 10h10 du matin, 2 autres ont été lancés sur la ligne électrique qui alimente la station. Les tirs ont été effectués depuis Maranets, dans la région de Dnipro, contrôlée par l'armée ukrainienne. Les dispositifs de tir de l'ennemi ont été neutralisés par les tirs de riposte de l'artillerie russe. Les radiations dans la zone de la centrale nucléaire restent cependant dans la norme. Avec nous en plateau, notre consultant en défense, général Jérôme Pellistrandi. On voit qu'il y a des accusations mutuelles, comme on le voit maintenant depuis plusieurs mois, entre Russes et Ukrainiens. C'est la plus grande centrale nucléaire d'Europe, cette centrale de Zaporijia, site qui est très sensible. Quel serait l'intérêt d'endommager ce site, cette centrale de Zaporijia? Alors, vous l'avez vu, on l'a vu tout à l'heure sur la carte, la centrale, elle est pile au milieu, en fait, sur la ligne de front. Et en rouge, c'est donc la rive gauche du Dniepr, où ce sont les forces russes, et de l'autre côté, ce sont les forces ukrainiennes. Et la centrale, elle est en plein milieu. Bon. Or, depuis plusieurs mois, les uns et les autres s'accusent de tirer dessus. Une chose est sûre, c'est qu'il y a une stratégie délibérée de la part de la Russie depuis quelques semaines de priver l'Ukraine d'électricité. Alors, les réacteurs, la centrale nucléaire de Zaporijia, les réacteurs sont à l'arrêt depuis le mois d'octobre. Ils ne produisent plus d'électricité. Mais néanmoins, un réacteur, même à l'arrêt, il faut le refroidir. Et donc, on a besoin d'électricité. D'où l'alimentation par des groupes électrogènes. Alors, quoi qu'il arrive, de toute façon, une centrale n'est pas faite pour être sur une zone de guerre, sur une zone de bombardement. Alors, vous le voyez à l'image. On voyait à l'instant, les réacteurs sont protégés. C'est-à-dire que en théorie, ils sont quand même relativement à l'abri d'une bombe, mais c'est tout ce qu'il y a autour. Et c'est ça ce qui est extrêmement inquiétant, c'est que, il peut y avoir des gros dégâts sur les installations périphériques. Il y a aussi des sites de stockage avec
des éléments radioactifs, parce que il y a du matériel qui a été irradié. Tout cela est suivi avec la plus grande précision par l'Agence internationale pour l'énergie atomique. Et vous savez, le directeur Grossi était y allé il y a quelques mois, et donc il y a une équipe permanente sur place. C'est important parce que ça permet d'avoir des informations extrêmement fiables. Maintenant, il est difficile de savoir d'où proviennent les tirs. Est-ce que ce sont des tirs ukrainiens contre les installations de la centrale? Est-ce que ce sont des tirs russes? Ce que l'on sait en tout cas, c'est que les Russes ont militarisé la centrale. Ils y avaient installé du matériel militaire. Donc voilà, c'est très, très compliqué, très sensible, et c'est la raison pour laquelle l'AIEA a publié ce communiqué extrêmement sévère, extrêmement inquiétant. Néanmoins, il faut quand même relativiser, il n'y a pas de risque d'une explosion nucléaire. Merci, Général Pellistrandi. Restez avec nous à suivre sur BFM TV. Nous reviendrons sur cette déconvenue, c'est le moins qu'on puisse dire, pour l'équipe de France au Mondial au Qatar de football, puisque Karim Benzema est forfait. Il est rentré à Madrid ce matin, et l'attaquant qui ne sera pas remplacé dans le groupe des Bleus pour ce Mondial. On en parle dans quelques instants. À tout de suite. C'est un homme qui semble acculé, dos au mur. Après la libération de Kherson, il a répondu par une pluie de missiles. Jusqu'où ira la vengeance de Poutine? Peut-il frapper encore plus fort? En a-t-il seulement les moyens? Et sur le terrain, l'hiver qui arrive en Ukraine n'est-il pas son meilleur allié? Soirée spéciale lundi sur BFM TV. Nos experts répondent à toutes vos questions. Poutine, jusqu'où ira-t-il? Une émission présentée par Aurélie Casse et Maxime Switek. Demain, dès 20h30 sur BFM TV. What if you said C? You don't only C. Giorgio Armani. Ça capte. Maintenant, le Wi-Fi est partout chez vous avec Bbox Fibre Wi-Fi 6E de Bouygues Télécom, opérateur numéro 1 en Wi-Fi. On est fait pour être ensemble. Bouygues Télécom. Castorama présente. Quand il devient essentiel d'isoler mieux et chauffer moins, vous pouvez toujours compter sur l'expertise et l'engagement de nos conseillers Castorama. Rénovation, isolation, chauffage, découvrez toutes nos solutions d'économie d'énergie en magasin ou sur castorama.fr. Non! Mais non! Un château d'Axe, mais pourquoi? Non! 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 Château d'Axe. Merci. Profitez du mois incroyable du fabricant et d'offres exceptionnelles jusqu'à moins 50%. Château d'Axe. Excusez-moi. Vous savez où est la gare? Oui, bien sûr. Bonne journée. Whenever you need a friend, a lover or a helping hand. Un service qui ne rend pas service n'est pas un service. C'est pourquoi le service client Engie met tout en œuvre pour apporter des réponses complètes à vos questions. J'agis avec Engie. Les aléas de la vie. Personne ne peut savoir ce que la vie nous réserve. Des belles surprises ou des coups durs. Et comme dans la vraie vie, on ne peut pas revenir en arrière, mieux vaut prévoir. Prévoir pour que la vie puisse continuer, même si on n'a pas tous les mêmes moyens. Pour Maïf, rendre la protection de la famille plus accessible, c'est ça être assureur militant aujourd'hui. Maïf, assureur militant. In a backwards world, what if you could move forward? Rewrite the code. Armani Code, the new refillable parfum, Giorgio Armani. On lui dit qu'elle est bonne à rien, et comme elle est petite, elle le croit. Elle rigole en disant je suis nulle, et elle dit l'avenir, on verra bien. En vrai, trop de parcours se terminent en impasse. Aidons les jeunes à trouver de nouvelles voies professionnelles.
16h46, merci d'être avec nous sur BFM TV à la une de l'actualité de ce dimanche. La centrale de Zaporijia en Ukraine, à nouveau bombardée. Plusieurs explosions ont eu lieu sur ce site, occupé, on le rappelle, militairement par l'armée russe. Moscou et Kiev s'accusent mutuellement d'en être à l'origine. Emmanuel Macron s'est entretenu ce matin avec le directeur de l'AIEA et doit parler avec le président Zelensky cet après-midi. Les suites de l'enquête sur le meurtre de Vanessa, 14 ans, dans le Lot-et-Garonne. Le suspect, qui a avoué l'avoir abusé sexuellement avant de l'étrangler, a été déféré au parquet d'Agen avant d'être présenté à un juge d'instruction. Également dans l'actualité, la Coupe du Monde de foot. Ça y est, c'est parti au Qatar. La cérémonie d'ouverture vient de se terminer il y a quelques minutes. Il y a ce match Qatar-Équateur qui va bientôt commencer. Mais ce qui nous intéresse, c'est malheureusement le forfait de Karim Benzema. Mauvaise nouvelle, attaquant et ballon d'or français qui s'est blessé à la cuisse. Hier, à l'entraînement, Sonia Carneiro, vous êtes notre envoyée spéciale au Qatar. Didier Deschamps a finalement décidé de ne pas trouver de remplaçant à Karim Benzema. Exactement, et pourtant il avait le choix, Didier Deschamps. On parle de Wissam Ben Yedder, de Martin Terrier, de Moussa Diaby, pour ne citer que, mais Didier Deschamps a peut-être estimé disposer déjà d'assez de joueurs en attaque. Il y a évidemment Griezmann, Mbappé, Giroud, Coman, Dembélé, Thuram ou encore Kolo Muani. Ils seront donc 25 pour cette Coupe du Monde. Didier Deschamps avait jusqu'à demain, à 24 heures du match, pour remplacer Karim Benzema, le tout récent ballon d'or qui n'a pas joué depuis le 2 novembre dernier. Il était déjà arrivé blessé, gêné ici au Qatar avant de se blesser vraiment hier lors de l'entraînement, et pourtant il s'était montré optimiste, Karim Benzema, dans ses échanges avec Didier Deschamps avant la Coupe du Monde. Alors, forcément, Karim Benzema est rentré depuis à Madrid. Après 2014, eh bien, le quintuple champion de la Ligue des Champions avec le Real ne jouera donc jamais de deuxième Coupe du Monde. Oui, c'est vrai, alors il ne faut jamais dire jamais, surtout avec un footballeur et de la hargne de Karim Benzema, mais c'est vrai qu'il a 34 ans, il aura 35 ans le 19 décembre prochain, le lendemain de la finale de cette Coupe du Monde. Oui, pour l'instant, il n'a disputé qu'une seule Coupe du Monde, c'était au Brésil en 2014, il n'avait pas été retenu en 2010 par Raymond Domenech, il avait donc échappé au chaos de Naïsna en Afrique du Sud, il avait été éliminé en quart de finale au Brésil sous les ordres de Didier Deschamps, et puis il a été écarté de la sélection pendant plusieurs années, il n'a effectué son retour qu'en 2021. Donc c'est vrai que c'est un coup dur pour Karim Benzema. Pour la prochaine grande compétition, l'Euro 2024 en Allemagne, il aura 35 ans, 36 ans. Et puis du coup, la prochaine Coupe du Monde, oui, elle paraît tellement loin, 2026, de l'autre côté de l'Atlantique. Karim Benzema aura alors 38 ans. Merci beaucoup Sonia Carneiro, donc à Doha au Qatar pour BFM TV avec Baptiste Keita. On espère quand même que nos Bleus iront le plus loin possible, même sans Karim Benzema. Tout de suite, votre chronique santé, prenez soin de vous. À l'une ce dimanche, et c'est rare d'en parler, le périnée, un sujet tabou, peu connu, sauf des femmes qui ont eu des enfants. Mais les hommes sont concernés aussi. 1 sur 4, après 50 ans, sera opéré d'une hernie. Alors on parle de quoi? Eh bien une sorte de hamac fait de muscles et de tissus qui s'entrecroisent au fond du bassin. Un hamac qui soutient les organes de l'abdomen. Première fonction, il gère les sphincters urinaires et digestifs, ce qui permet de retenir une envie pressante. C'est ce qu'on appelle la continence, mais qui parfois devient incontinence. Au cours de sa vie, une femme sur 2 en souffre. Autre rôle important, quand on contracte les abdominaux, eh bien le plancher pelvien doit tenir la surpression. Il faut à ce moment-là le contracter. Enfin, un rôle agréable, et pas des moindres, pour la femme et pour l'homme, lors du rapport sexuel. Alors il peut être fragilisé, une toux chronique sur quelques mois, une constipation, le port répété de charges lourdes, une grossesse, l'accouchement, l'âge bien évidemment, et puis les problèmes de prostate chez l'homme, tout cela le fragilise. Résultat, une incontinence plus ou moins marquée, un possible prolapsus, qu'on appelait la descente d'organes, une hernie, mais tout cela, on peut le prévenir, on peut le retarder. Avec la rééducation, le renforcement musculaire du périnée, comme pour tous les muscles d'ailleurs, et le plus tôt possible, avec l'aide d'un kiné. Mais aussi des petits gestes dans la vie quotidienne, le petit marchepied, quand on passe aux toilettes pour mieux détendre le périnée. Une bonne posture, bien respirer lors des efforts avec les abdos et contracter son périnée. Et puis, au moindre problème, ne pas hésiter à en parler avec votre médecin. Pour en savoir plus, ce livre, Le périnée féminin, du professeur Bruno Deval, aux éditions du Rocher. On se retrouve dimanche prochain et d'ici là, prenez soin de vous.